Plus que 60 jours nous séparent des élections du 20 décembre prochain. Ce vendredi, Denis Kadima a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections générales. Objectif, avoir une participation massive des électeurs basée sur la bonne information. Nous irons également au nord et sud Kivu ainsi que dans le Haut-Katanga où plusieurs stations-service restent fermées pour cause les pétroliers ne savent plus où s'approvisionner en carburant. Et au Kasaï oriental, près de 1000 cas d'enfants atteints de la poliomyélite ont été recensés. Information confirmée par la division provinciale de la santé. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Lancement officiel ce vendredi de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre prochain. Il s'agit d'une opération de sensibilisation de masse des électeurs sur les scrutins dont l'objectif est d'avoir une participation massive des électeurs basée sur la bonne information et une bonne formation. La cérémonie a eu lieu à Béatrice Hôtel en présence de toutes les parties prenantes au processus électoral. Détail dans cet élément. Devant un parterre d'invités, le président de la CENI a rappelé le caractère crucial de la phase du processus électoral qui débute, plaçant les électeurs au centre des préoccupations. À exactement 2 mois des scrutins, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité. En outre, le patron de la centrale électorale a insisté que la CENI travaille d'arrache-pied pour l'organisation des scrutins le mercredi 20 décembre 2023, rassurant par ailleurs que la question des cartes d'électeurs défectueuses sera vite résolue. Ces équipes réalisent la partie invisible du travail par notamment les acquisitions du matériel et leur acheminement de plusieurs types de matériel à travers le pays. Concernant les cartes d'électeurs défectueuses, il y a lieu de souligner qu'une série a été affectée par une réaction chimique et nous sommes en train de prendre des dispositions pour remplacer ces cartes allant même au-delà des territoires comme exigé par la loi, mais nous allons jusqu'au niveau des secteurs et ce problème sera résolu d'ici la tenue des élections. De son côté, le deuxième vice-président de la CENI a présenté les outils qui vont accompagner cette campagne de sensibilisation. S'en est suivi une simulation du vote à travers le dispositif électronique de vote. Question d'expliquer à l'assistance son fonctionnement avant le go donné par le président Denis Kadima devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, à savoir Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest. Justement, après avoir donné le go de la campagne de sensibilisation, le patron de la centrale électorale a mis l'accent sur l'inclusion, revenant sur la publication tard la nuit de la liste provisoire des 24 candidats à la présidentielle de 2023. Denis Kadima a indiqué que la Commission électorale nationale indépendante fera sa part, appelant les acteurs politiques à faire également la leur, c'est-à-dire se préparer. Aux acteurs politiques, nous disons, nous leur avons promis des choses, notamment l'inclusion. Et vous pouvez voir que nous avons un nombre impressionnant de candidats. Nous avons plus de 110 000 candidats pour tous les scrutins. Dans certains pays, ça peut faire la taille d'un électorat. Mais chez nous, c'est rien que des candidats, ils sont à ce nombre-là. Et quand vous prenez les candidats pour la présidentielle, ils sont 24 et nous avons retenu tout le monde. Parce qu'ils avaient les dossiers en ordre. Donc tant que les gens seront en ordre, ils seront impliqués. Donc c'est l'inclusion et maintenant c'est une grande campagne de sensibilisation et nous pouvons promettre aux partis politiques que nous ferons notre part pour que le meilleur l'emporte, qu'ils fassent aussi leur part. Ça signifie se préparer, participer et ne pas attendre tout de la CENI parce que la CENI ne peut pas tout faire à elle toute seule.
Direction le Parlement, le ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, était face aux sénateurs au cours d'une plénière dirigée par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batilou-Kwebo. Il était question pour les ministres de répondre à la question orale initiée par le sénateur Célestin Vounabandi sur la problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par le M23. Après les 24 heures lui accordées par la plénière, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, est revenu à la Chambre haute du Parlement pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Statistiquement parlant, tel que voulu par les élus, il a illustré l'ampleur de problèmes, notamment à l'égard des victimes, faisant mention des efforts menés par le gouvernement, ainsi que les mécanismes d'acheminement du suivi de l'effectivité de l'assistance aux populations sinistrées. Au sujet des statistiques des populations déplacées internes au Nord Kivu, le dernier rapport sur le mouvement de la population fait état de 2 650 454 personnes déplacées internes, soit 476 359 ménages, dont 80% se trouvent dans les familles d'accueil. Les populations déplacées internes représentent près de 40% de la population du Nord Kivu. Après les éléments des réponses données par les ministres devant la plénière, l'auteur de la question a formulé quelques recommandations au gouvernement, entre autres, doter en urgence aux déplacés du Nord Kivu des bâches en cette période de pluie, renforcer les installations hygiéniques des déplacés, approvisionner les centres de Kanyaruchina et enfin aider les déplacés qui se retrouvent dans des familles d'accueil. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également entendu la ministre de la Justice, Rose Mutombo, une interpellation initiée par les sénateurs Papi Bazego sur les conditions carcérales des prisons en RDC. La ministre a aussi donné des réponses à la question lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Pourquoi le ministère ne délivre pas les arrêtés ministériels octroyant la personnalité juridique? Concernant les différentes préoccupations des élus, la ministre Rose Mutombo a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre. L'inspection générale des finances, la DGDA, la DGI, l'ANAPI, ainsi que les représentants du ministère des Finances ont eu une importante séance de travail au siège de l'IGF. Objectif, harmoniser le vu sur les modalités de contrôle. La réunion qui a réuni autour d'une table les DG de la DGDA, l'inspection générale de finances, l'ANAPI, la DGI, un représentant du ministère des Finances et celui du plan pour déterminer les modalités pratiques du contrôle des exonérations liées au code des investissements. Ceci dans le but d'harmoniser le vu entre toutes les parties prenantes afin d'assurer la célérité des procédures qui doivent se faire en toute conformité avec les textes. Pour le DG de la DGDA, KBC Bernard, une feuille de route a été suggérée à l'inspection générale de finances afin de trouver un équilibre sur les exigences de l'inspection générale de finances. Nous avions des préoccupations que nous avons formulées à l'intention de l'IGF et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avons harmonisé les points de vue, notamment en termes des problématiques qui ont été soulevées sur la chaîne des exonérations, en particulier les exonérations qui sont accordées dans le cadre du Code des investissements. Pour sa part, l'inspecteur général de finances, chef de service adjoint, Victor Batobenga, l'IGF, face à ses interlocuteurs, a relevé que la contrepartie principale exigée par la loi aux bénéficiaires des exonérations du Code des investissements demeure la création d'emplois au profit des Congolais. Elle a insisté que le bénéficiaire de ces avantages doivent à la fin du projet admis au Code des investissements réaliser leur engagement sur le volet création d'emplois. En tout cas, il y a eu des convergences qui se sont dégagées. Et la NAPI, qui a préparé à cet échange, a salué le travail de l'inspection générale de finances. Voirie urbaine à Kinshasa, comment arranger et boucher le trou dans la ville et la commune de Bandalungwa? Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a, dans sa qualité de notable et député provincial, échangé avec le directeur général de l'Office des voiries et drainage pour pallier aux problèmes de route dans la municipalité. Plus de détails dans son reportage de Jean-David Kilolo. La ville de Kinshasa, mégapole et capitale de la République démocratique du Congo en général, et la commune de Bandalungwa en particulier connaissent depuis des années une croissance urbaine sans précédent.
L'intense mise en valeur de ces terres sans réel contrôle, ainsi que le manque de connaissances des actions efficaces pouvant mener contre la dégradation des sols ne font qu'aggraver la situation des voiries dans la ville. C'est dans ce contexte que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, soucieux de sa commune, est allé s'entretenir avec le directeur général de l'OVD pour trouver des pistes de solutions aux problèmes des voiries de sa commune. Je suis venu poser le problème de la voirie au niveau de la commune de Batangoua. Les routes sont détruites. J'ai trouvé une oreille très attentive et bientôt, parlez bientôt prophétique. Et bientôt, dans 2-3 jours, les travaux reprennent à Bandal. Nous allons boucher nos routes et voir comment rafistoler ces routes. Sur place, Godin Poy a eu une oreille attentive de la part du directeur général de l'OVD. C'est sur une note de satisfaction que Godin Poy est parti en attendant une suite favorable. En province, plusieurs stations-service restent fermées et pour cause, les pétroliers ne savent plus où s'approvisionner en carburant en cette période où il y a hausse du taux d'échange et du produit pétrolier sur les marchés mondiaux. C'est le cas de la ville de Goma au nord Kivu et Bukavu dans les sud Kivu ainsi que du Haut-Katanga. Selon Providence Muyiga, président des pétroliers du nord Kivu, malgré la promesse faite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale qui avait promis que le prix sera restructuré, jusque-là rien n'est fait. Conséquence, il y a hausse du prix des transports. Providence Muyiga est au micro de Pachiko Kavundama. C'est depuis longtemps que nous sommes en train de travailler à perte. Nous avons informé l'autorité nationale, qui est le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie, que les gens sont en train de travailler à perte. Depuis un certain temps, sur le marché international, il y a eu le produit pétrolier est en hausse. Le taux de change également, même vous-même, vous connaissez que le taux de change a beaucoup grimpé. Et donc, avec ces deux éléments, les gens n'arrivent plus à vendre. Beaucoup de stations ont fermé les portes ou ont changé de propriétaire parce que les anciens sont tombés en faillite. Et le peu qui reste pour ne pas tomber en faillite parce qu'ils ne savent plus renouveler le stock, donc il devient difficile. Il y a eu une réunion tenue en date du 30 septembre à Lubumbashi où le vice-premier ministre lui-même avait annoncé que dans 2-3 jours, il y aura une nouvelle structure qui sortira. Et à cette époque-là, donc la structure, on l'attendait plus ou moins vers le 2 ou le 3. Et aujourd'hui, nous sommes le 20. Aucune structure n'est encore sortie. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma a participé à la double cérémonie d'écollation des grades et des clôtures de l'année académique 2022-2023 à l'université de Kalemi. Sur place, l'autorité provinciale a félicité à la fois le comité de gestion pour son management dans la construction de nouvelles infrastructures et aux lauréats pour leur brillante réussite. Déterminé à participer personnellement à la double cérémonie d'écollation de grades et de clôture de l'année académique 2022-2023 à l'université de Kalemi, le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma a accompli son devoir. Accueilli par le comité de gestion de l'UNICAL, avec à la tête le recteur, professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, des parents et étudiants entremêlés à l'entrée principale de l'université, la cérémonie a commencé par l'hymne national. Dans son discours académique, le recteur de l'université de Kalemi a interpellé la conscience des dirigeants à travailler en ayant à la fois les pouvoirs et la volonté. Liant son discours aux œuvres déjà vécues, le numéro 1 de l'UNICAL a remercié l'autorité provinciale pour son implication totale dans la valorisation du site de l'université de Kalemi situé à Lukwangulo et son appui à la construction des bâtiments. Après le rapport académique lu par le chef des travaux Isengo Makipimo Emmanuel, secrétaire général académique, et le mot du délégué général des étudiants, le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma a lancé officiellement la cérémonie en surprenant le public par un autre don de 500 sacs de ciment gris et des projets à impact visible en faveur de l'université de Kalemi, Lumière du Tanganyika. Pour permettre au comité de gestion de poursuivre les travaux de construction du site universitaire Lumière du Tanganyika,
de demain, je rajoute 500 sacs de ciment. Les doyens des différentes facultés qu'organise l'université de Kalemi se sont alternés au perchoir pour la proclamation des résultats de la première session et là, plus de 200 lauréats ont été conférés par le recteur de l'UNICAL. Clôturant l'année académique 2022-2023, le gouverneur Julie Ngungo Moyouma a encouragé les lauréats à être compétitifs dans le monde professionnel qui va bientôt les accueillir. Et de son côté, la gouverneure du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a pris part au Forum national de validation de la politique nationale des préventions et résolution des conflits coutumiers et communautaires qui s'est tenu à Kinshasa durant 2 jours. Objectif, discuter autour de ces conflits pour enfin développer sa province. Pendant 2 jours, les parties prenantes au Forum national de validation de la politique nationale des préventions et résolution des conflits coutumiers et communautaires ont posé les jalons sur cette question. La patronne du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a mis en profit ces cadres pour poser les diagnostics aux conflits coutumiers qui freinent le développement de sa province. À ces assises qui se sont tenues à Kin Plaza au Capitole à Kinshasa, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le directeur du cabinet a félicité toutes les parties prenantes pour le travail assidu avant de clôturer ces forums. Je voudrais également saluer la présence du gouverneur de province qui visiblement ont constaté qu'il y a tellement de problèmes, tellement de conflits au niveau des provinces. On compte, et vous ne savez pas le besoin de le répéter, 1600 conflits. 1600 conflits. Toutes les provinces. Je pense que vous avez la responsabilité. Constitués des gouverneurs, les hauts fonctionnaires des administrations publiques, les autorités coutumières, dont le Haut-Lomami est représenté par Sa Majesté Lundangan Roger, les ambassadeurs et corps diplomatiques regroupés dans différents panels ont présenté les différentes résolutions de ces travaux de 2 jours. La voix du Haut-Lomami portée par son gouverneur constituera un plus dans l'éradication des conflits communautaires et conflits coutumiers qui minent le développement du pays en général et celui du Haut-Lomami en particulier. Et les lampes de ces forums se sont éteintes dans des conclusions satisfaisantes. Une photo de famille a scellé cet événement de portée nationale devant plusieurs partenaires dans le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un chiffre alarmant. Au Kasaï oriental, près de 100 cas d'enfants atteints de la poliomyélite ont été recensés. L'urgence impose donc. Le gouvernement provincial, qui s'est déjà engagé dans la sensibilisation, est appelé à répondre rapidement aux engagements pris à Kinshasa lors du Forum national sur la vaccination. Sur place à Mbujimayi, l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio et la division provinciale de la santé s'activent dans les plaidoyers auprès des officiels. Les nombreux cas de la poliomyélite recensés au Kasaï oriental depuis le début de cette année inquiètent. Il faut mobiliser tous les acteurs pour la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa. Des engagements ont été pris lors de ces forums nationaux sur la vaccination en juin dernier dans le but d'éradiquer la polio et promouvoir la vaccination des routines. Les COUP, les PEV et la DPS Kasaï oriental ont organisé une série d'ateliers de plaidoyer et sensibilisation auprès des députés provinciaux, des opérateurs économiques et des chefs coutumiers. Les derniers ateliers, ici en image, il était question d'évaluer les niveaux d'implication de la province en rapport avec les engagements pris à Kinshasa. Quelques avancées sont à signaler dans la coordination des activités de la vaccination. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire pour venir à bout de cette épidémie. C'est notamment les financements locaux et l'engagement communautaire. La gouverneure à l'intérim, ici représentée par son ministre de l'Intérieur, a promis la signature et la promotion imminente de l'édit sur la vaccination. Ces activités ont été rendues possibles grâce à l'appui technique et financier de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, représentée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, le PAD et l'UNICEF. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Mbujimayi avec 51% de taux de desserte en eau potable. Mbujimayi occupe désormais la première place des villes de la République démocratique du Congo. L'AMI est desservie en eau potable grâce au projet PRISE. Son coordonnateur national, l'ingénieur Deon Tunzu, revient sur les étapes qui ont précédé cette victoire. Mettre fin à la carence récurrente d'eau en Mbujimayi est la mission qui a été confiée au projet PRISE.
Son coordonnateur national se rappelle du climat d'incertitude qui planait lors de la cérémonie des poses de la première pierre des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable par la construction de l'usine de production d'eau en Mbuji-Mayi. Nous avons essayé de prouver que nous pourrions changer cette donne. Et je crois que c'est ça aussi qui nous a beaucoup plus motivés à essayer d'apporter les résultats que nous avons aujourd'hui. Les résultats des travaux de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi sont plus que satisfaisants. De la direction générale. Donc, Projet Prise aujourd'hui a posé l'eau, si je dirais les réseaux d'adduction en eau potable dans plus de 51% de la ville de Mbuji-Mayi. Et même au-delà. Parce que moi, je parle des chiffres qui concernent les conduites que nous avons posées. La dernière intervention du projet Prise a consisté à poser les pompes qui vont approvisionner la zone haute en attendant la fin des travaux de la phase 2. Le projet Prise a également construit un laboratoire moderne de coloration ainsi une station moyenne tension et plusieurs travaux de la voirie en béton armé pour permettre l'accès aux installations de Bakwa Kapanga. Dans les Hauts-Élés, plus de 70 prisonniers de la prison centrale d'Issiro se sont évadés mercredi dernier. Le gouvernement provincial, qui a mobilisé tous les services pour les traquer, tient à rassurer la population à qui il sollicite la collaboration en vue d'appréhender tous les fustiges. En sa qualité du représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassia Nanga, met les bouchées doubles pour retrouver les 80 évadés sur 148 que compte la prison centrale de la ville d'Issiro. Service de sécurité toutes tendances confondues, ministère provincial de la justice, appareil judiciaire, c'est une véritable course contre la montre qui est engagée pour traquer les fugitifs du mercredi dernier. À travers ses communiqués, le ministre provincial de la Justice, François Songofoué, s'emploie à rassurer la population sur cette détermination du gouvernement Bassia Nanga à veiller à sa sécurité et ses biens. Réagissant aux préoccupations de ses concitoyens concernant ces dossiers, l'autorité provinciale a, à travers l'émission 1 heure avec mon gouverneur, demandé l'implication de tous pour remédier à cette situation en faveur de cette collaboration. Une importante bande de criminels ayant semé terreur et désolation, notamment à Issiro, avait été débusquée en janvier 2023. Dépourvu des maisons carcérales dignes, les Haut-Ouélé s'est engagé dans un ambitieux programme de construction des prisons modernes, notamment à Issiro et dans les territoires de Ouattara. En attendant l'achèvement de ces ouvrages, c'est régulièrement que le gouvernement provincial débourse de colossales sommes d'argent pour acheminer les prisonniers dangereux à Kisangani, où se trouvent les prisons plus rassurantes. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés a échangé avec les sous-traitants du Lualaba, occasion pour lui de les appeler à saisir les opportunités d'affaires créées par la mission de contrôle qu'il effectue dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'était dans la salle du terrain Manika, ville de Kolwezi, où a eu lieu un échange à bâton rompu entre les entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la sous-traitance venus des 4 coins du Lualaba et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en ce jour de travail dans cette partie du pays. Est-ce que tunaweza kumpikia Fachi Beton, président de la République Mikono? L'objectif est de se rassurer de la bonne vulgarisation de la loi sur la sous-traitance ainsi que de son appropriation par les opérateurs économiques, premiers bénéficiaires de celle-ci. Prenant la parole, l'honorable Cachal Miguel a dans son speech salué l'adhésion des Congolais à sa démarche visant la création de la vraie classe moyenne, comme voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu lancé contrôle mon République yote mujima. S'en est suivi un jeu de questions-réponses dans une ambiance bon enfant. Les participants ont tout d'abord salué l'initiative du directeur général qui lui-même est présent sur le terrain dans cette grande opération de contrôle effectuée dans les entreprises principales. Les entrepreneurs présents à cette rencontre ont manifesté leur satisfaction caractérisée par la proximité et l'oreille attentive dont fait montre le DG Miguel Cachal. Vu la taille du travail qu'il est en train d'effectuer, c'est quelque chose à féliciter parce qu'auparavant ça n'existait pas. Et je suis en train de louer son courage et l'accompagnement qu'il est en train de prouver auprès des entrepreneurs locaux.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des contrôleurs aériens, l'Association des contrôleurs aériens du Congo a organisé ce vendredi 20 octobre dans les chapiteaux du Collège Boboto à Kinshasa un forum autour du thème « Un ciel sécurisé » afin de réitérer l'engagement de cet appareil de contrôle aérien congolais. Regardez. C'est sur les thèmes « Un ciel sécurisé » que tous les agents et cadres de l'Association des contrôleurs de la circulation aérienne du Congo ont célébré la Journée internationale des contrôleurs aériens. Au cours de cette activité, les professeurs ont défilé à tour de rôle pour passer en revue les enseignements appropriés pour les contrôleurs de la circulation aérienne. Des échanges, des personnes à bord, mais aussi aux tierces au sol. Nous avons donc, pour ainsi dire, la sécurité, la vie des gens entre nos mains. Dans ces mêmes cadres, plusieurs défis ont été relevés, entre autres, programmer et planifier un recrutement rigoureux des contrôleurs afin de sécuriser le ciel congolais. Si bien qu'au bout de 3 à 5 ans, vous pouvez être qualifié et vous devenez un contrôleur. Ça signifie, si nous voulons avoir des contrôleurs en 2030, probablement l'année prochaine, il faut déjà commencer à les recruter. Mais lorsque vous regardez à travers la RDC en ce jour, la plupart des contrôleurs, comme les intervenants l'ont souligné, sont partis en retraite. Il n'y a plus assez de contrôleurs. Le thème que nous sommes en train de développer en quelques lignes, c'est le défi des ATC pour un ciel sécurisé. Nous voulons sécuriser les ciels, mais on a besoin des ATC. Notons que cet appareil des contrôleurs aériens congolais est en crise d'agents depuis un certain temps et ces moments d'échange a permis à ces personnels de lancer un recrutement pour son renforcement. Après la ville de Bukavu, où elle a assisté plusieurs personnes démunies, la chargée des missions du président de la République, Mme Clarisse Guissaro, vient de voler au secours de plusieurs autres femmes en situation de vulnérabilité et celles ayant accouché mais en difficulté d'honorer leurs factures au centre de santé de Kabundula. Nous sommes à Uvira, au sud de Bukavu. Elle les a honorées en payant toutes leurs factures à travers la Ligue des femmes de la dynamique Alexis Guissaro. Des femmes vendeuses de frétins, communément appelées Sambaza, débordaient de joie après avoir reçu des enveloppes de la part de son Excellence Clarisse Guissaro, chargée des missions du chef de l'État et épouse du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Une façon pour la bienfaitrice d'encourager ces femmes afin qu'elles améliorent leurs activités commerciales. Le même geste de charité sera posé au profit des personnes vivant avec handicap, encadrées dans un centre au quartier Kalundu. Ici aussi, une somme importante d'argent leur a été donnée pour soulager tant soit peu cette catégorie de personnes vivant dans des situations difficiles. Nous la remercions pour ce geste qu'elle pose en faveur de personnes handicapées d'Uvira. Que Dieu la bénisse. Pendant ce temps, au centre de santé de Kibindula, des dizaines de femmes retenues à la maternité, des personnes vulnérables qui étaient retenues faute d'argent, le jour de la gloire est enfin arrivé pour elles. Son Excellence Clarisse Guissaro a payé toutes les factures. Elles ont été libérées, séance tenante. Nous disons merci beaucoup. On n'avait plus de l'espoir de quitter ici. Gloire à Dieu. C'est un geste qui vient de nous marquer tous. On s'est demandé de quelle manière ces dames-là pouvaient sortir. Les veuves d'Uvira n'ont pas été oubliées par leur maman sociale, Clarisse Guissaro. Une enveloppe consistante leur a été remise. Elles ont exprimé toute leur gratitude à leur bienfaitrice et ont promis de l'accompagner. Nous les femmes, on déambulait partout. On manquait qui pouvait nous aider. Comme elle a pensé à nous, que Dieu lui bénisse. Après Bukavu et Uvira, son Excellence Clarisse Guissaro, épouse du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, poursuit inexorablement ses actions sociales en faveur de la population congolaise en général et particulièrement celle d'Uvira, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour finir, l'Institut supérieur des commerces de Goma a mis sur les marchés de l'emploi plus de 300 nouveaux lauréats. C'est au cours d'une double cérémonie des clôtures de l'année académique 2022-2023 et collation des grades présidée par Priska Luanda, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'éducation. La double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a commencé par une procession de lauréats
corps enseignant et comité de gestion de l'IEC Goma sur les artères principales de la ville volcanique pour aller chuter au terrain de basketball de cette institution. Ici, le rapport des activités académiques de cette année a été présenté. Puis la traditionnelle proclamation des résultats, filière par filière, suivie de la collation des grades. Madame le directeur général de l'IEC Goma, le professeur Honorine Abimana, s'est dit satisfaite car cette année se clôture sur une note positive. Notre bilan est largement positif. Le calendrier académique a été respecté. Toutes les activités ont été exécutées scrupuleusement et grâce à Dieu, nous venons de clôturer l'année académique. C'est Priska Luanda qui a clôturé cette année au nom du gouverneur de province. Il a salué le comité de gestion de l'IEC Goma pour la qualité des enseignements qu'il offre. Un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt particulier qu'il attache au secteur de l'éducation. Notons qu'un appel a été lancé aux nouveaux diplômés d'État de venir prendre leurs inscriptions à l'IEC Goma, car ils restent déterminés à offrir une formation de qualité. Place au rappel et titre à présent. Plus que 60 jours nous séparent des élections du 20 décembre prochain. Ce vendredi, Denis Kadima a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections générales. Objectif, avoir une participation massive d'électeurs basée sur la bonne information. Au nord Kivu, au sud Kivu, ainsi que dans les Hauts-Katanga, plusieurs stations-service restent fermées pour cause les pétroliers ne savent plus où s'approvisionner en carburant. Au Kasaï oriental, près de 100 cas d'enfants atteints de la poliomyélite ont été recensés. L'information a été confirmée par la division provinciale de la santé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne étude des programmes sur Espace 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.